Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce jeudi matin est Paul Le Guernic. Il est adjoint au maire de Pontivy, conseiller communautaire à Pontivy Communauté. Il a fait la route pour être avec nous dans le studio de la matinale ici à Saint-Brieuc. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors nous allons parler de politique, nous allons parler de l'actualité politique. Vous me direz, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. J'avais envie de vous entendre sur le budget parce que c'est la préoccupation du moment. Un budget qui doit être voté à tout prix avant la fin de l'année. Peut-être un budget qui pourrait, si les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord, se retrouver finalement décrété par ordonnance. On s'est du jamais vu finalement. On est dans une situation politique, une situation budgétaire très, on va dire surprenante, en tout cas au niveau de la Ve République. Oui, je pense que la référence à la Ve République, elle est intéressante parce que on vit, en plus avec l'accélération maintenant des réseaux sociaux, d'Internet, on vit finalement la fin de la 4e République finissant en pire. Puisque tous les jours, maintenant, toutes les 2 minutes, il y a une nouvelle idée à la noix qui sort. Donc, le budget, personne n'arrive vraiment à le suivre. Je pense que même les députés qui passent la journée, eux, ils doivent devenir complètement fous avec ça. Et donc, effectivement, comme c'est la foire d'empoigne, tout le monde essaye en fait de faire de la com. Puisque contrairement à l'époque de la 4e République, maintenant tout est filmé, on peut découper des extraits sur les réseaux sociaux, sur les télévisions. Donc tout le monde défend son beefsteak avec l'idée un jour une taxe, quoi. Finalement, tout le monde a son idée de taxe, il faut rajouter les impôts, c'est vraiment le plus gros problème en France, il n'y a pas assez d'impôts. Et donc on a une forme de budget pour l'instant qui est horrible et qui avance dans le socialisme et qui ne pourra pas être voté. Donc je pense on a parlé de budget Frankenstein, ça a été lâché, oui, ce mot. Voilà. Et donc comme personne n'a envie d'avoir un monstre précisément d'appliquer, eh bien voilà, c'est un outil de communication. Chacun défend l'idée la plus saugrenue possible, mais qui correspond à sa propre clientèle électorale. Et tout en sachant bien que probablement ça n'ira pas au bout. Donc maintenant, je crois que même les journalistes politiques et les gens qui aiment beaucoup ça, les éditorialistes, s'en désintéressent un peu en disant bon, tout ça c'est un peu de la soupe et ça n'ira pas au bout. Justement, vous faisiez référence à la 4e République. On parle aujourd'hui presque d'une crise de régime en fait, avec ce non-vote ou cette très grande difficulté à pouvoir constituer un budget. Et finalement, ça dénote bien la fragmentation représentée à l'Assemblée nationale de la société française. On peut discuter autant qu'on veut et dans tous les sens. Donc le pouvoir de la loi, il est au Parlement et avec une prééminence pour l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale est tellement fragmentée que personne n'est d'accord finalement. On peut pas, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. D'un moment, on peut pas mettre d'accord la droite qui voudrait qu'il y ait plus de liberté, moins d'État dans l'économie, etc. Et le Parti socialiste, juste en disant, en additionnant des nombres, ça peut faire une majorité, mais ces gens-là ne sont pas d'accord. Donc en réalité, on peut présenter ça de tous les sens, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer, mais ça c'est les conséquences de la faute ou pas, mais en tout cas ce sont les conséquences de la dissolution. Et donc tant qu'on repartira pas avec un autre parlement, ça ne pourra pas avancer. Donc soit on dit finalement ça n'avance pas, mais on peut se permettre d'attendre. Si on était dans une bonne situation, on pourrait probablement le faire. Soit on voit que c'est catastrophique parce que vu l'état de la France actuellement, que ce soit point de vue économique, armée, sécurité, rien ne va vraiment bien. Par conséquent, on n'a plus le luxe d'attendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, Paul Le Guernic, mais on dit souvent le problème, c'est le président de la République. Il faut qu'il parte, comme certains le disent. Il faut qu'il arrête avant la fin de son mandat. Ou est-ce qu'il faut convoquer de nouvelles législatives? Donc là, on serait dans une dissolution. Qu'est-ce qui pourrait remettre un peu le compteur à zéro, faire un reset, comme on dit en informatique? De toute manière, aujourd'hui, le problème, en tout cas le blocage, il est au Parlement, puisque c'est le Parlement qui vote la loi, et singulièrement l'Assemblée nationale, puisque les sénateurs, eux, ils sont élus d'une manière différente, puis ils ont une culture du compromis qui existe. Donc voilà, l'important, pour qu'il y ait un gouvernement avec une direction, ce qui est le principe de ce qu'on demande à un gouvernement, que ce soit d'ailleurs plutôt à droite ou plutôt à gauche, eh bien c'est d'avoir une nouvelle Assemblée nationale. Donc ça, pour moi, c'est la condition sine qua non, parce que factuellement, ça ne peut pas avancer sinon. Cependant, de là à en politique comme dans le reste, je pense qu'il faut de l'humilité. Et quand on est adjoint au maire, moi, j'ai pas d'ordre ou de conseil à donner à quelqu'un qui est président de la République et qui a été élu au suffrage universel. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités.
mais c'est à lui de décider probablement la solution pour repartir avec un nouveau Parlement. Mais c'est nécessaire, sinon on va rester comme ça, naviguer à vue, et on n'a pas le luxe d'attendre vu l'état de la France. Avec des conséquences sur les collectivités territoriales, on en parle beaucoup à ce micro, également les mairies, et là ça va vous concerner directement. Il y a des contraintes budgétaires qui sont réclamées aussi aux communautés de communes par exemple, ou encore plus largement à la région, au département, je mets tout ça au pluriel. Est-ce que l'impact peut arriver assez brutalement finalement sur les budgets locaux? Oui, alors les collectivités, naturellement, comme les autres entités juridiques, j'allais dire, ont besoin de visibilité. Bon, maintenant, pour les collectivités territoriales, c'est sûr que en fonction des évolutions de ce qu'on appelle les dotations, c'est-à-dire l'argent qui redescend de l'État central pour aller dans les collectivités, les réformes fiscales, puisqu'on voit que quand on dit on supprime comment dirais-je la taxe d'habitation, ça a des conséquences. Si on dit on veut supprimer la CVAE, etc., bon, tout ça a des conséquences. Donc il n'y a pas de visibilité, mais dès l'instant où les collectivités locales ça reste de l'argent public, c'est la sphère publique. Moi, je pense que c'est pas pour les collectivités locales que c'est le pire, l'instabilité budgétaire. Le pire, c'est pour les entreprises. Le monde économique souffre. Ah oui, aujourd'hui, oui. Et plus généralement aussi les Français lambda. Oui, et je pense que les collectivités, ce sera difficile sans doute pour les collectivités, mais c'est pas le pire, parce que je vois au niveau économique, donc dans mon métier, je suis avocat, donc on voit ça, on est en relation avec les chefs d'entreprise. Bon, il y a beaucoup de projets d'investissement, d'achat, de création qui sont j'allais dire mis entre parenthèses parce que personne ne sait trop ce qui va se passer politiquement. Il peut y avoir un budget encore plus socialiste qui va arriver avec des taxations complètement aberrantes. Donc les gens se disent est-ce qu'il faut rester là, est-ce qu'il faut partir, ou alors ça peut être complètement à droite dans l'autre sens, dans 6 mois, dans 1 an, personne ne sait. Donc pour l'instant c'est un peu le pied sur le frein, et ça c'est extrêmement dommageable à l'économie, puisque la première vertu que recherche comment dirais-je un chef d'entreprise vis-à-vis d'un État, vis-à-vis des hommes politiques et des bureaucrates, c'est de la confiance et au moins de la stabilité. Et là, on a tout sauf ça. On est dans une forme de statu quo finalement. Oui, statu quo en sachant que le pire n'est jamais certain, mais enfin, personne ne voit vraiment d'amélioration, en tout cas pour les entreprises, puisqu'on parle un coût de taxes supplémentaires, un coût de normes supplémentaires, et que la note de la France est dégradée. Enfin bon, vraiment pour les chefs d'entreprise, ça s'enfonce dans les sables mouvants un peu tous les jours, quoi. On est un peu dans une forme de marasme politique aussi. On va parler un petit peu de LR. On a vu qu'il y avait une grande division au sein de LR. Certains lorgnent un peu vers le Rassemblement national ou vers Éric Ciotti. D'autres, au contraire, veulent rester plutôt sur une position historique, ou alors peut-être se rapprocher du centre. On a du mal à avoir une lecture précise là aussi. En fait, le résultat politique de l'élection législative anticipée, enfin du moins à la suite de la dissolution, c'est 3 morceaux. Bon, donc il y a un morceau gauche radicale avec la France insoumise, il y a un morceau droite nationale avec le Rassemblement national, puis il y a le morceau du milieu, où il y a un peu tout le monde. Bon. Et donc à partir de là, quand il y a une tripartition, LR, donc les Républicains, a été obligé de se positionner, et comme la seule façon d'essayer d'organiser un gouvernement qui tienne à peu près la route, c'était de rassembler le morceau du milieu. LR, en fait, s'est dit, finalement, si ça doit être le morceau du milieu, avec soit le PS et ça penche à gauche, soit nous et ça penche à droite, essayons pour au moins que certaines politiques de droite, notamment probablement en matière de sécurité, d'immigration, d'agriculture, puissent avancer. Bon. Donc c'était le choix probablement de gens se voulant raisonnables et essayant que ça penche plutôt de leur côté. Voilà, c'est une culture de compromis finalement. Voilà, ou en tout cas d'essayer qu'il y ait un peu de droite dans ce que pouvait faire le bloc central macroniste. Et puis je pense que cependant à long terme c'est comment dirais-je, c'est délétère en termes d'image politique, puisque tout le monde est mis dans le même sac du PS jusqu'à LR, et donc on a du mal après à vendre comment je vais dire la doctrine LR à des gens purement de droite, les électeurs historiques de Fillon, etc., qui sont très tentés maintenant d'aller voter directement RN ou UDR, quoi. Ouais.
Justement, de la droite, l'avenir de la droite, on va en parler. À 18 mois de la présidentielle, la droite peine à s'incarner. Bruno Retailleau, lui, tient une ligne plutôt conservatrice et budgétairement rigoureuse. David Lisnard, lui, tient la ligne conservatrice, veut reconstruire une droite libérale, sécuritaire et éducative. Quant à Jordan Bardella, du côté du Rassemblement national, il se dit prêt à devenir Premier ministre et que le RN est le seul parti à gouverner. Est-ce que les Républicains, aujourd'hui, ont encore cette capacité-là de rebondir seul pour 2027? Eh bien, pour l'élection présidentielle, c'est assez peu, à mon avis, une histoire de parti, c'est une histoire de personne. La Constitution, elle a été bâtie comme ça autour d'une personne forte. Et la seule façon et unique façon pour que la droite, je vais dire la droite classique, quoi, la droite qu'on disait avant de gouvernement, s'en sorte, c'est qu'une personnalité émerge et rassemble sur elle un espoir finalement. Puisque être élu, comme dit Muriel Jourda, être élu c'est une seule chose, être élu c'est être au bon endroit au bon moment. Hein. Il peut s'en passer encore des choses, mais c'est la seule solution et c'est un problème de personne et d'incarnation, pas une histoire de parti, de doctrine. De toute manière, les idées de droite c'est pas dur à comprendre. Hein. Il suffit de lire. Vous lui faites votre revue de presse, Le Figaro, comment dirais-je, La Tribune, Valeurs Actuelles. Tout le monde dénonce les mêmes problèmes, tout le monde est à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est la personne qui va incarner. Et ça se décrète pas. Ça se ressent, c'est de l'humain et c'est la seule condition et c'est la seule chose à faire. Mais encore une fois, ça se décrète pas. Et David Lisnard, justement, maire de Cannes, évoque une grande primaire de la droite. Est-ce que ça vous semble être une solution crédible ou une dispersion supplémentaire? Puisque vous parlez notamment qu'il faut une personne, un incarnant. Je sais pas, je pense que quand il y avait des chefs naturels pour la droite, ils passaient pas par la primaire. Bon. Et j'imagine que tout ce beau monde devrait être assez intelligent s'ils veulent faire quelque chose et proposer une alternative notamment libérale, puisque de mon point de vue, l'angle mort quand même du bloc de droite nationale, c'est quand même l'économie, puisque le Rassemblement national vient d'une histoire récente sous Marine Le Pen avec une tentation étatiste et donc si David Lisnard veut proposer une alternative libérale en tout cas moi je souhaite que il y ait une alternative politique à la bureaucratie, au socialisme et comment dirais-je, à l'étatisme dans lequel on vit et dans lequel on s'enfonce depuis 40 ans. Moi, si tout le monde, la lutte pour les libertés, elle est dans tous les partis. Il peut y en avoir des gens de gauche. Il y a certains pays où c'est plutôt la gauche qui a fait ces réformes-là. Il y a d'autres pays où c'est la droite, d'autres pays où c'est la droite nationale, comme là actuellement en Italie, c'est Meloni qui est en train de faire ce travail-là. Bon, si David Lisnard et si les libéraux de la droite classique veulent avancer dans ce sens-là, j'imagine qu'ils devraient être assez intelligents pour s'entendre, sans rentrer dans une machine de primaire et tous ces trucs-là, où finalement on est obligé de dire du mal du voisin, d'expliquer qu'on est meilleur, que ça n'avance pas. Et donc, si on veut rassembler, on doit pouvoir le faire déjà tout seul. Et la solution, ce serait pas l'union des droites, par exemple? Depuis plusieurs mois, la droite française est traversée par cette question existentielle. Est-ce qu'il faut s'allier avec le Rassemblement national? Quelle est votre position justement sur cette union des droites? On sait que Gérard Larcher, président du Sénat, est contre. Pour lui, ce serait desservir en quelque sorte le parti, si je caricature. Quelle est votre position, vous, sur une union de toutes ces droites, donc LR, RN et les autres? De toute façon, l'union, c'est les électeurs. Ce sont les électeurs qui la décident. Donc après, effectivement, Gérard Larcher, à l'époque où des premières questions d'union de la droite se sont posées, c'était souvent le centre droit qui allait avec la droite nationaliste. Il y a une question de rapport de force. Donc, c'est-à-dire que quand on est le parti le plus puissant avec le plus de militants et qu'on cherche un appui du petit, on dit il faut faire l'union. Bon, puis quand on se retrouve être le plus petit des deux, on dit finalement c'est plus compliqué. Donc si Gérard Larcher dit là tout de suite il faut faire l'union des droites avec le Rassemblement national et l'UDR, LR disparaît, donc il peut pas le dire. Donc de toute manière, s'il y a une union, ce sera sur un programme, soit ça sur des personnes, et ça se décrète pas comme ça. Et de toute manière, le premier qui le dit, finalement, perd toute importance, notamment chez LR, qui est aujourd'hui la portion congrue dans ces trois familles que vous citez. Chez nos confrères de LCI, chez Darius Rochebain, un ancien Premier ministre, à savoir Jean-Pierre Raffarin, lui n'a
pas eu un discours aussi marqué finalement que le président du Sénat en disant que, ma foi, ça pouvait être quelque chose d'envisageable. Reste à savoir comment articuler tout ça. Encore une fois, je vous dis que historiquement, quand il y a eu notamment pour des élections régionales ou ce genre de choses, c'était plutôt les centristes. C'était l'UDF qui allait parfois avec le Front National sur des thèmes très précis, et puis pour éviter que telle ou telle collectivité bascule à gauche. Et je pense que voilà, il y a une figure tutélaire du général de Gaulle qui d'un côté du côté, on va dire, gaulliste, des partis gaullistes représentent l'indépendance et on tripatouille pas dans les partis, on fait pas d'alliance comme ci, comme là. Et puis, il y avait aussi une partie au Rassemblement National très anti-gaulliste. Et je pense que c'est cette figure tutélaire-là qui cristallise probablement des oppositions aux alliances. Alors que dans un pays comme effectivement l'Italie, c'est la coalition du centre droit qui a gagné, qui a porté Mélanie au pouvoir, où tout le monde est représenté. Bon. Et donc je pense qu'effectivement, probablement même au centre, il y a des gens qui y réfléchissent, sachant que, je le répète déjà, je l'avais dit à votre antenne aussi, mais typiquement maintenant tout le monde se focalise sur l'immigration, mais le programme du centre de l'UDF en 1990 sur l'immigration, Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, c'est immigration zéro, d'accord ? Ça, c'est la position du centre et de l'UDF, du centre droit, dans les années 90, au moment où moi je naissais. Et par conséquent, c'était probablement pas si opposé que ça à ce que défend aujourd'hui le Rassemblement National. Alors aujourd'hui, il y a des grands sujets, il y a des grands dossiers. Vous faites référence à l'immigration. Il y a la sécurité qui est aussi un des grands dossiers du moment. Il va falloir finalement que des partis comme LR soient plus, s'emparent de façon peut-être plus pugnace de ces dossiers-là, peut-être pour les substituer au Rassemblement National. Eh bien, le problème de LR, ce ne sont pas les idées ou le programme, puisque encore une fois, je vous l'ai dit, tout le monde est probablement assez d'accord sur ce qu'il faut faire, et que le travail programmatique, intellectuel et de réflexion a été fait à droite. Il a été fait, ça va faire 10 ans maintenant, c'était en 2016 pour la primaire de la droite, et c'est le programme de François Fillon. Finalement, tout le monde revient plus ou moins à ça. Mais le problème de LR, c'est pas ça. Ce ne sont pas les idées, c'est la crédibilité dans l'action. Parce que Nicolas Sarkozy a beaucoup déçu des électeurs de droite en promettant beaucoup de choses en matière d'économie. Alors c'est vrai qu'il y a eu les crises économiques, en matière de sécurité, en matière d'immigration, choses qui ne se sont pas réalisées sous son mandat. Et c'est cette déception-là, c'est l'action qui manque en termes de crédibilité à la droite. Des couleurs ont été reprises parce que Bruno Retailleau a mis, une grande volonté, une grande énergie dans le poste qui lui a été donné au ministère de l'Intérieur dans des conditions très difficiles, puisque dans une coalition avec un peu tout le monde là-dedans, avec un parlement pas forcément favorable. Donc, je pense que c'est ça qui manque. Il faut incarner l'action déjà réalisée et la cohérence entre les idées qui ont toujours été les mêmes, qui ont toujours été défendues, et le fait de les mettre en application. Et aujourd'hui, le temps manque parce que le Parlement n'étant pas clair dans un sens qui pourrait être de droite, eh bien c'est difficile de montrer cette crédibilité. Sur la sécurité, on a beaucoup reproché à Bruno Retailleau, en particulier le Rassemblement National, pour faire simple, de ne pas avoir été dans l'action, d'avoir beaucoup parlé, mais de ne pas avoir été dans l'action. Ce à quoi il a répondu que c'est pas évident, puisque l'Élysée a aussi bloqué pas mal de choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que donc, je suis adjoint au maire de Pontivy, notamment en charge des questions de sécurité. Donc, on travaille avec les gendarmes, préfecture, sous-préfecture, le renseignement, etc. Bon, en termes d'action sur le terrain, de présence, de remontée d'informations, je pense que il y a de bonnes méthodes et de bonnes directives qui ont été instituées. En tout cas, nous, je trouve, et si vous discutez avec les élus locaux, on a vu la différence. Mais ça, c'est la partie exécutive, d'action locale. Le problème principal, ce sont les lois les lois, et je vais dire plus loin la justice, mais les juges, ils travaillent avec les outils que leur donne la loi et donc que leur impose le Parlement. C'est ça la réalité. Donc en fait, les gendarmes, pour attraper les voleurs, les malfrats, les violeurs, ils sont plutôt bons. Je veux dire, en plus, on sait bien, dans une ville de Pontivy comme 15 000 habitants, c'est essentiellement 30 ou 40 personnes qui créent des problèmes dans tous les sujets. Donc ça, on sait les identifier, on sait ce qu'ils font, et les gendarmes sont très très bons pour les attraper. Il n'y a pas tant que ça de problème. Simplement, la loi devrait permettre de sortir du circuit ces gens-là de manière longue et ou définitive, ou de renvoyer
les étrangers fauteurs de troubles à l'étranger précisément. Et ça aujourd'hui la loi ne le permet pas. Et donc il y a aussi des blocages, allez, on va dire géopolitiques. On voit la crise entre la France et l'Algérie, c'est compliqué. Ah mais non, mais rien n'est simple. Hein. Si c'était simple, ça serait fait depuis longtemps. Mais simplement, c'est au niveau de la loi qu'il faut changer. Aujourd'hui, l'angle mort, c'est la loi qui doit être décidée par le Parlement. Et même le meilleur ministre de l'Intérieur, le plus dur, le plus efficace, genre Robocop en 10 000 fois mieux, s'il a pas des lois sur lesquelles s'appuyer pour qu'ensuite les punitions soient appliquées et que les gens sortent du circuit, eh bien, son action restera lettre morte. C'est ça aujourd'hui l'angle mort. Alors justement, changer les lois, ça veut aussi dire avoir un Parlement qui fonctionne. On a compris à la lumière de vos propos que c'est pas très simple aujourd'hui et que ça ne va pas vers une simplicité, en tout cas dans l'immédiat. Est-ce que la France est réformable encore aujourd'hui? Pour voir un petit peu plus largement réformable au niveau des lois, bien sûr, mais réformable au niveau, par exemple, des retraites. Hein. On a vu, il y a toute cette discussion qui revient ou d'autres sujets sociaux. Est-ce qu'on peut encore faire des réformes en France? En tout cas, il faut le croire, il faut l'espérer, parce que déjà, impossible n'est pas français, bon, et qu'il y a toujours de la ressource en France. C'est Coluche qui disait le coq français chante le mieux quand il a les pieds dans le fumier. Bon, voilà. Vous avez employé un autre terme, mais enfin, on voit bien l'image. Et donc il faut croire à cette ressource. Mais la question, c'est la question qu'on nous posait pendant nos études d'histoire, c'est est-il possible de réformer l'URSS? Bon. Et globalement, c'est pas vraiment possible de réformer l'URSS. C'est-à-dire quand on commence à toucher dans la machine, et ben globalement, ça s'effondre, ça se réforme pas. Et je pense que malheureusement, pour les retraites, s'il n'y a pas des hommes politiques qui ont la clairvoyance de voir que le système des retraites, c'est un système qui est factuellement communiste, qui a été créé par des communistes à la Libération parce que c'était leur programme en alliance avec les gaullistes, hein, d'accord. Mais c'est une inspiration communiste où il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de capitalisation, l'argent est dépensé au jour le jour, il n'y a pas de caisse de retraite. En réalité, il y a un budget, un taux d'eau des Danaïdes, mais il n'y a pas de réserve. Bon, et ben un système comme ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas s'équilibrer, ça ne peut pas avoir les ressources nécessaires, surtout avec le vieillissement de la population. Donc soit on reste là-dedans et un jour ça s'effondrera totalement. Ma génération sait bien que chacun se débrouille comme il peut, mais en tout cas, moi j'ai 32 ans, dans 30 ou 35 ans quand je serai en retraite, il y aura plus de système de retraite public à 100% par répartition, ça n'existera pas. Donc si moi je compte là-dessus, je n'aurai rien à cette époque-là. Et donc, soit il y a des gens courageux pour réformer ça et prendre le taureau par les cornes, soit ça s'effondrera et du vide renaîtra quelque chose d'autre. Justement, puisque vous parliez des retraites, je vais encore revenir sur un des propos de Gérard Larcher, président du Sénat, qui a dit, je cite, « Le Sénat rétablira la réforme des retraites si l'Assemblée était amenée à la surprendre ». C'est une ligne de rigueur qui semble quand même assumée du côté des Républicains. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette idée, quitte à renforcer cette impopularité? Bon, cette histoire de réforme de l'âge de départ à la retraite, c'est le pansement sur la jambe de bois, parce que on continue dans le système complètement public, communisant, où tout l'argent est pris par l'État pour les retraites et dépensé immédiatement, et on bidouille un critère. Il n'y a pas 50 critères, il y a le nombre d'années, l'âge de départ ou le taux de cotisation. Mais on arrive au bout. La seule réforme d'avenir, comme il y a dans d'autres pays, c'est d'introduire de la liberté, déjà de choisir peut-être le régime auquel on veut cotiser, d'avoir de la capitalisation possible, et à terme, effectivement, probablement un système plus libre, comme il y a en Suisse. Bon, en Suisse, les gens ont une retraite, hein, donc en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, et c'est ça qui est important. Cette histoire d'âge de départ à la retraite, dans quelques années, on aura oublié ça parce que ça ne règle pas le problème, en fait. J'avais un ami qui était ingénieur dans une grande entreprise française qui disait Paul, est-ce que tu connais la plus grosse différence entre le monde politique et le monde des affaires? Je dis non, je ne sais pas. Il me dit dans les affaires, quand on identifie un problème et qu'on veut mettre en place une solution, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que la solution qu'on projette va régler le problème? Bon. Et c'est pas le cas en politique. Bon, typiquement cette histoire d'allonger l'âge de départ à la retraite, peut-être pendant quelque temps ça va régler le problème, mais ça n'est pas une solution d'avenir pour pérenniser un système qui concerne des gens pour des générations et des gens pour leur avenir, c'est-à-dire pour moi dans 30 ou 35 ans.
Et c'est pas en bidouillant un an en plus, un an en moins que ça va changer quelque chose. On va parler du local, puisque je rappelle, Paul Le Guernic, vous êtes donc adjoint à la mairie de Pontivy, adjoint à la sécurité, à la tranquillité publique. Les villes comme Pontivy font face à des défis croissants, gestion des incivilités, prévention, coordination avec la gendarmerie, maintien d'un climat de confiance. Quels sont aujourd'hui les principaux chantiers en matière de sécurité, mais aussi de tranquillité publique au sein de la commune ? Alors, il faut bien comprendre que dans un État qui fonctionne bien, la mission de sécurité, elle est essentiellement celle des services de l'État. C'est-à-dire, dans une ville comme nous, comme la nôtre, donc une sous-préfecture, 15 000 habitants, c'est la gendarmerie, la préfecture, la sous-préfecture. Ce sont eux qui assurent les missions de sécurité. Et ensuite, il y a quelques missions. Il y a un pouvoir étendu de police du maire, ça c'est vrai, avec des effectifs. Nous, on a une police municipale qui abat du travail, mais on est obligé bien souvent de prendre le relais des services de l'État qui n'ont pas les moyens, les effectifs en local pour faire ce travail-là. Je vais prendre quelques chiffres, c'est important pour que les gens comprennent. Pontivy, il y a quelques années, il y avait un commissariat de police nationale, d'accord, qui a été supprimé il y a une vingtaine d'années. Il y avait 60 fonctionnaires pour gérer 3 communes, 60 fonctionnaires de police. Aujourd'hui, il y a une brigade territoriale autonome de gendarmerie, dans laquelle il y a 35 gendarmes, pour 25 communes. 35 gendarmes théoriquement, parce que les effectifs ne sont pas tous donnés. Et donc à côté de ça, on a des effectifs de police municipale que nous prenons à notre charge, la commune, qui augmentent et qui augmenteront à l'avenir parce que on est obligé de compenser un boulot que l'État ne fait plus par manque de moyens alloués. Donc il y a, point de vue sécurité et tranquillité publique, les gros chantiers, c'est la police municipale, la présence sur le terrain et aussi la partie extension de notre vidéoprotection qui sert aussi beaucoup pour les résolutions d'enquête. Vous aviez aussi demandé une présence de patrouille la nuit. Est-ce que ce renfort se fera notamment que ce soit jusqu'à la fin de ce mandat et même pour le mandat à suivre en mars 2026 ? Alors, concernant la présence la nuit, il y a plusieurs choses. Effectivement, les problèmes étant liés de tranquillité publique essentiellement à l'alcool et aux autres addictions, d'accord, faut bien avoir conscience de ça, plus la journée progresse, plus les gens sont intoxiqués de différentes manières, et donc il y a quand même plus de problèmes à 9h le soir ou à 1h du matin qu'il y a de problèmes à 10h le matin. Bon, ça c'est factuel. Donc ensuite, il y a la présence de la gendarmerie, elle est efficace, en coordination avec la préfecture et la sous-préfecture. Donc ça, on peut le demander, mais nous n'avons pas la main là-dessus. Concernant les effectifs de la police municipale, eh bien, nous les avons mis au travail le soir depuis le début de ce mandat, avec aussi des patrouilles la nuit, notamment le jeudi soir. Aujourd'hui, il y aura une grosse soirée parce que c'est les vacances et tout ça. Donc, ce travail est fait. C'est un objectif qu'on a donné à la police municipale, présence sur le terrain, présence le soir, patrouille de nuit, 1 à 2 fois par mois, ils le font, la police municipale, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Et par ailleurs, je tiens à souligner qu'à l'initiative de la sous-préfecture, on a créé un groupe de travail au sein du CLSPD sur justement la gestion des problématiques la nuit, les bars de nuit, les boîtes de nuit, les gens qui zonent, les étudiants. Il y a beaucoup de choses à faire la nuit. Un dernier mot, Paul Le Guernic. On a juste évoqué du bout des lèvres les municipales. On sait que la maire de Pontivy ne va pas se représenter. Vous avez une petite idée le matin, comme ça, en vous rasant, en vous disant « Tenez, j'irai peut-être bien ». Pour l'instant, les idées sont assez claires. La mairie de Pontivy, elle est gouvernée depuis 10 ans par une alliance entre le centre et la droite. Et moi je suis plutôt de droite, c'est quelque chose qui me va bien. Il faut que ça continue comme ça, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été engagé, tout n'est pas terminé. La rénovation de la ville est bien en cours. Il y a un travail effectivement sur la police municipale, il y a un travail sur le logement qui est à mener. Et je pense que les solutions raisonnables, elles sont effectivement dans cette mouvance centre et droite qui continuera. Et vous inquiétez pas, tout est prêt pour que. Mais vous pourriez être tête de liste. Vous pourriez être tête de liste. Tout est possible. Mais c'est pas à moi de l'annoncer, pas maintenant. Voilà. Voilà, eh bien, on va attendre que le temps soit venu. Paul Le Guernic était avec nous, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Pontivy, conseiller communautaire à Pontivy Communauté, et vous étiez en direct avec nous dans la matinale de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci messieurs, bonne journée. Merci Axel Guillaume qui était avec nous également. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.